Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de PL Club, votre émission centrée sur le foot anglais. On jouera ce week-end de la 5e journée de Premier League et comme d'habitude, nous allons préfacer les matchs les plus importants de cette journée de compétition avec Bruno. Salut Bruno. Salut. Salut Jean-François. Salut Philippe. Et puis nous sommes aussi, comme souvent, à distance avec Christian. Tout va bien, Christian ? Tout va très bien, merci monsieur. Ravi de passer ce moment en votre compagnie. Première constatation, si on examine les résultats du week-end dernier, il n'y a plus qu'une seule équipe avec le maximum de points. C'est évidemment Manchester City, puisque Liverpool a été battu par Nottingham Forest. C'est la première grosse surprise de ce championnat d'Angleterre. Oui, parce qu'il est tôt dans la saison et que d'habitude, ils font un sprint final homérique. Ce serait une autre équipe, on parlerait d'Haaland dépendance. 11 buts marqués, 9 pour Haaland, mais on sait que City peut être champion sans numéro 9. Même s'il reste sur un partage, 0-0 en Ligue des Champions, ils n'ont pas marqué. C'est déjà exceptionnel en soi. Ça nous dit aussi que Nottingham n'est pas une équipe faible. Je pense qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Et puis la deuxième chose, c'est que du côté de City, il vaut mieux engranger les points. Parce qu'ils risquent un moment donné, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais si on leur enlève combien, un 5, quota. 10, 15. Voilà. Mais tout ça simplement pour préciser que depuis lundi, il y a ce fameux procès du siècle qui s'est ouvert, comme ils le disent en Angleterre. On ne va pas en parler tout au long de l'émission, mais on le dit quand même une fois. Ils sont pour l'instant, voilà, à la fois, ils doivent rester sur le terrain, mais ils doivent aussi rester en coulisses via avocat. En coulisses. Et Liverpool, on va dire aussi, c'est quand même bien repris en allant gagner 3-1, 1-3 plutôt au Milan AC, c'était mardi. Oui, d'autant qu'ils sont menés. Ils ont été menés effectivement, mais ils ont bien réagi. Petit retour, comme d'habitude, comme on le fait chaque semaine, sur les images du week-end dernier. Ce sont les fameux best goals. Duran. Duran, from a distance that seemed unlikely, has scored a stunner. Everton have walked onto a right hook, and Emi Martinez's reaction tells the entire story. Harvey Barnes, great effort, fantastic goal from Harvey Barnes. Absolute delight for Newcastle. Elanga, how about that? He's picked out Hudson-Odoi. Those two are making an impression, making a difference. And Hudson-Odoi has made an even bigger difference there. Nottingham Forest have snatched the lead at Anfield, where they've not won for 55 years. Recycled by Ahmad. In from Rashford and in. Goal drought over. Manchester United out of nothing have 2 in 6 minutes. Rare chance for Everton with McNeil. And he got a shot in and finds the corner. The ultimate example of smash and grab. James Justin puts the ball into the penalty area. Opportunity here, and it's in. Mavididi scores right at the start of the second half. 23 buts ont été marqués le week-end dernier. Parmi ces buts-là, on en a vu quelques-uns des vraiment magnifiques, de véritables perles. Et depuis un certain temps, Christian, et notamment le week-end dernier, pas mal de buts, plus de buts en dehors du rectangle. Ça fait du bien aussi de voir cela, parce que le jeu bien construit, on adore tous, mais une bonne frappe à distance qui finit dans les filets, eh bien c'est assez agréable aussi. C'est surtout l'aspect défensif et la qualité des arrêts des gardiens de but qui poussent un peu les joueurs offensifs à devoir tirer de plus loin, et on le voit notamment avec le tir croisé dans la séquence, mais aussi surtout les tirs enroulés. Et on va le voir avec l'infographie, bien, on est déjà à 18% de buts marqués cette saison, c'est-à-dire pratiquement 1 sur 5 est marqué en dehors du rectangle. Vous voyez, par journée 1, 2, 3 et 4, il y avait 2 buts, 6, 5 et 6. C'est énorme, ça fait déjà 19 buts. Les gardiens ont de plus en plus de qualité, mais les frappeurs aussi. Jean-François.
Je voudrais dire 2 choses par rapport à ça. La première, c'est qu'il faut avoir en mémoire qu'il y a 2 ans de cela, vous savez, sur les statistiques, on disait que les expected goals étaient très faibles sur les frappes de loin. Donc encore une fois, voilà, ça ne se vérifie pas évidemment. Et puis la deuxième chose qui est très intéressante, et là je parle plus sur le plan tactique évidemment, c'est que le fait comme ça d'avoir d'abord les ailiers qui vont rentrer, qui vont souvent jouer sur des contre-pieds, qui vont pouvoir frapper ces frappes enroulées. Mais là où c'est une arme extrêmement difficile à contrer, c'est que si défensivement vous sortez pour aller chercher le frappeur, du coup vous ouvrez les possibilités de la pénétration axiale. Et c'est ça aujourd'hui aussi qui en tout cas au travers de toutes ces frappes, je pense, est recherché aussi de la part des entraîneurs, c'est que si on sort, alors on joue court et on essaie de passer par l'axe. Si on ne sort pas, vous frappez. Et pour faire court, il y a un truc magique avec ces frappes à distance, c'est que vous marquez sans occasion. Cette frappe-là de Duran, elle sort de nulle part, donc c'est même pas une occasion. C'est un geste merveilleux qui est un geste technique aussi. Je vous rappelle aussi que quand on était plus jeune, on disait toujours les frappes à distance, les bonnes frappes, c'est la Bundesliga. Hein. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais bon, c'était il y a quelques années, effectivement. Donc de belles frappes, de beaux buts, et des buts aussi dans le dernier quart d'heure, Christian. Mais un petit peu moins que la saison passée. Il faudra voir évidemment si ça se confirme ou pas. Dans la préparation de l'émission avec vous, Philippe, on m'avait expliqué qu'il y avait un changement dans le règlement par rapport au temps additionnel. Peut-être est-ce que c'est la cause, mais en tout cas, sur l'infographie, on va le voir, on avait marqué 35 buts dans le dernier quart d'heure lors des 4 premières journées. Or, ici, on est à 24, c'est 11 de moins. Et regardez, ce qui est un peu marrant, un peu étonnant, c'est qu'on en a marqué 6 dans chaque journée. 24, c'est un peu peu, et il n'y en a que 7 seulement sur les 24 qui sont au-delà de 90 minutes. Alors peut-être qu'il y a une explication par rapport à cette adaptation du règlement, mais en tout cas, on est moins performant dans cette partie-là du match par rapport à la saison passée. même si souvent les buts qui sont marqués comme cela en fin de match sont des buts importants. Ah, on va le parler avec West Ham, mais Danny Ings, quand il vous marque un but à la 95e et que ça vous offre 3 points, c'est évidemment exceptionnel. Ok, allez, on passe à notre première affiche du week-end. Ce sera d'ailleurs le premier match de cette journée de compétition. Un des nombreux derbys londoniens, West Ham face à Chelsea. We are Premier League. Now with Jarrod Bowen coming forward. Oh, and it's in for an own goal. Thomas! Class! Les Hammers contre les Blues, ce sera samedi donc à 13h30. Deux équipes qui ont quand même déjà perdu l'une ou l'autre plume. Hein. Bah oui, déjà pour les Hammers, 2 matchs à domicile, 2 défaites. Bon, c'est Aston Villa, c'est City, ça fait mauvais genre. Et je vous parlais du but de Danny Ings, c'était pour revenir à un but partout face à Fulham, pas pour les 3 points. Mais bon, début dans le temps additionnel, c'est capital. C'est vrai, mais comme l'a dit Bruno, Christian, si on observe le parcours jusqu'à présent de West Ham, le programme n'a pas été ultra facile non plus. Pas facile, mais abordable dans le sens où le modèle de jeu de l'entraîneur espagnol, c'est un modèle de mise en place défensive. Normalement, quand il était à Séville, qu'il est revenu, qu'il a remis un peu de l'ordre dans la maison, ils ont gagné beaucoup de matchs avec 1-0, des fois 2-1, mais c'était très rare. Et là, on le voit dans le bilan depuis le début de la saison. Il a quand même encaissé dans tous les matchs, à part la victoire à Palace. Et ça, c'est un peu bizarre parce qu'on ne retrouve pas en fait la patte d'un entraîneur qui met quelque chose défensivement, et on le verra dans la séquence suivante. Il y a beaucoup d'approximations qui leur ont coûté beaucoup de points. Bah, c'est peut-être un petit peu tôt, Jean-François. Il faut lui laisser le temps de s'installer à l'OPTI. Oui, ce qui me frappe, c'est qu'ils ont marqué 5 buts, c'est peu, dont 1 but contre son camp, 1 but sur penalty, donc ça fait 3 de plein jeu. Heureusement qu'il y a Bowen, l'inévitable Bowen, 1 but, 1 assist. Mais pour l'instant, c'est pas encore une équipe bien en place. Mais bon, voilà. 9e la saison dernière, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe-là, Jean-François ? Ce qu'on peut attendre, c'est mieux qu'en tout cas que ce qu'on voit pour le moment. Mais j'ai envie de faire 2 réflexions par rapport à cette équipe de West Ham. La première, c'est le recrutement d'abord. 9 joueurs quand même transférés pour 155 millions. Moi, j'ai envie de dire que il y a quand même un truc aujourd'hui qui m'interpelle, c'est que partout où il y a des entraîneurs espagnols, c'est open bar pour les transferts. C'est un fait. Hein, voilà. La deuxième chose aussi, c'est que pour avoir revu l'entièreté des rencontres, ou en tout cas des buts et des moments clés, c'est que la charnière défensive avec Mavropoulos et Kilman, qu'ils ont justement... Un nouveau venu, il a 100% de temps de jeu. Qui était un des nouveaux venus qui a 100% de temps de jeu. Par contre, ça ne fonctionne pas.
C'est-à-dire sur les transitions et sur les ballons verticaux, quand ils prennent dans le dos, ça ne va pas. Dans la structure et l'organisation, pour l'instant, défensive, je parle, ça ne va pas. Après, cette équipe se maintient encore avec 4 points parce qu'il y a de la qualité offensive et il y a surtout de la qualité de noyau, parce que franchement, il y a de très bons joueurs, y compris dans ceux qui ont été transférés. Fulkrug ne joue pas encore, mais enfin, voilà. Mais voilà, cette équipe-là n'est pas, pour moi, aujourd'hui, un candidat à l'Europe. Non, parce que défensivement, je trouve qu'ils ne font pas le poids. La preuve de ce que je dis, ou en tout cas la preuve chiffrée de ce que j'avance, c'est que sur les matchs joués, ils marquent 5 fois, mais ils prennent 6 buts. C'est trop en 4 matchs pour une équipe qui veut en tout cas venir se placer parmi les clubs européens. Maintenant, on va attendre la mise en place de l'entraîneur et voir ce qui est possible, évidemment, dans le futur. Et il marque 2 buts sur phase arrêtée, Christian, on les a vus. Oui, c'est la seule lueur dans la grisaille, c'est que voilà, on a dit depuis le début de la saison, l'ensemble de la première ligue marque très peu sur phase arrêtée pour le moment. Eux, ils en ont marqué 2 et ça, avec 2, ils sont en tête du classement des meilleures équipes sur phase arrêtée. Donc, on l'a vu, ça a permis, au-delà de la 90e, de marquer sur cette rentrée en touche avec Danny Ings. Voilà, c'est peut-être là qu'ils vont surprendre Chelsea, on va voir. Et au niveau défensif, Christian, les Hammers ont apparemment quand même des difficultés à gérer les débuts de match. Les fins de match aussi. Au milieu, ça va, grosso modo, mais les débuts de match et les fins de match sont plus difficiles. Oui, dans tous les matchs, ils ont eu des difficultés en début de match. On va le voir sur l'infographie. Ils ont encaissé 4 buts avant la 25e ou la 26e minute et ils ont encaissé 2 buts dans le dernier quart d'heure. Ça fait 6 buts, c'est beaucoup. Et entre-temps, ils gèrent bien, mais les débuts de match ne sont pas bons. Et c'est surtout, vous allez voir, c'est des moments où ils peuvent gérer de manière plus adéquate. C'est-à-dire ici, phase arrêtée après 2 minutes de jeu. Donc là, il y a quand même un travail à mettre en place. Après, ils ont une perte de balle dans la construction. Il y a une reconversion rapide derrière, avec Alan, évidemment, qui marque sur face-à-face. Mais là aussi, c'est une mauvaise consistance et c'est des buts qui sont évitables. Et puis le troisième, surtout, c'était contre Fulham, le but avec la balle en profondeur pour Smith Rowe. Regardez les joueurs, ils ont mis un temps dingue à réagir pour pouvoir se replacer et ils encaissent trop facilement. Donc là, il y a vraiment des choses à mettre en place pour la suite de la saison. Des erreurs évitables, Jean-François. Oui, sur les 3 buts qu'on vient de voir, comme Christian va l'expliquer, le premier but, c'est dans le petit rectangle où est le gardien. Le deuxième but, c'est le duo axial qui est voilà, inexistant. Et le troisième but, c'est comme dit Christian, au niveau de la réaction, le défenseur central est beaucoup trop tard. Donc voilà. Alors après, les appels sont beaux, etc. Il faut aussi rendre aussi, je veux dire, à l'équipe qui marque évidemment les honneurs. Mais voilà, cette équipe pour l'instant ne défend pas comme elle devrait défendre, en tout cas, pour pouvoir exploiter pleinement son potentiel. Parce que franchement, quand on regarde l'équipe et quand on regarde le noyau, c'est une équipe et un noyau qui a de la gueule. Il y a beaucoup de qualité. On attend amélioration donc, au niveau défensif du côté de West Ham. Parlons de Chelsea à présent. 8e au classement avec 7 points sur 12. C'est moyen ou c'est pas trop mal? Il y a un nouvel entraîneur aussi du côté de Chelsea. On est souvent critique avec cette équipe. Votre point de vue? Moi, je trouve que c'est pas mal, franchement. Parce qu'ils offrent par moment du jeu. Après, il y a des miracles. Hein. Ils ont souffert comme jamais face à Bournemouth. Ils auraient dû être battus, mais ce match-là, l'année passée, ils auraient été archi battus. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ils parviennent encore à aller chercher même une victoire. Donc, c'est mieux en tout cas. Patience Bruno, avec eux encore. Je vous coupe. C'est mieux en tout cas au niveau des chiffres que la saison passée. Parce que le début de saison de Chelsea, la saison dernière, avait été franchement catastrophique. Oui, mais quand on regarde, il y a eu beaucoup. Peut-être que je coupe la parole à Jean-François là, mais il y a eu beaucoup de nouveaux venus du côté des Blues de Chelsea. On en a parlé, reparlé. Mais les 10 meilleurs temps de jeu de l'équipe aujourd'hui, après ces 4 journées, sont des joueurs qui étaient déjà présents. Donc, c'est que quelque chose dans le système va un peu mieux. Voilà, on a cette comparaison justement entre les 2 saisons. 7 points, c'est mieux que l'année dernière. 5 points, c'est vrai que 5 points en 6 matchs la saison dernière. 4 matchs, ils ont déjà 7 points. Et après, la défaite, c'est City. Et la défaite, c'est City. Après, on avait fait le match ensemble. Ils avaient quand même été grandement en difficulté. Et dans ce match-là aussi, Jean-François, en difficulté. Parce que ça se joue à la dernière minute. 2 ou 3 poteaux, un penalty arrêté. Oui, en grande difficulté.
Et Nkunku qui va toucher là son peut-être deuxième ballon, puisqu'il est monté au jeu assez tardivement, et qui va chercher le but de la victoire. Mais voilà, c'est avoir cette résilience-là, pouvoir subir, être un peu chanceux. Ils n'ont pas connu ça. Hein. Gagner dans la douleur, voilà. Le terme est parfait. Gagner dans la douleur, oui. Après, quand on voit toujours, après 7 points, c'est bien, s'ils parviennent. Après, quand on regarde l'effectif et qu'on regarde qui joue et qui peut aligner... On parle des départs de Modric et de Chilwell en janvier, donc voilà, ils commencent déjà à préparer... Je pense qu'il va falloir un tout petit peu, en effet, dégraisser à un moment donné le noyau. Mais ça, on dit depuis 1 an et demi ou 2 ans. Oui, mais les décisions prises ici, par exemple, sur la Coupe d'Europe, de laisser comme ça des joueurs totalement au repos, dont le meilleur, sans doute, Palmer. Bon, voilà, je pense que pour les supporters, en tout cas, c'est peut-être pas les meilleurs signes. Ok, Chelsea, c'est la deuxième attaque de Premier League, Christian, c'est derrière City, donc c'est pas mal. Mais est-ce que cette réflexion-là et ce chiffre-là ne sont-ils pas peut-être un peu trompeurs par rapport à ce que l'on a vu au niveau offensif depuis le début de la saison? Tout à fait, c'est la constatation qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut être la meilleure attaque et marquer, la deuxième meilleure attaque et marquer 8 buts, mais en marquer 6 dans le même match qui a rapporté 3 points, ou comme ce week-end, gagner 1-0 et rapporter 3 points aussi. Et donc, regardez le classement des attaques. Il y a d'abord Manchester City avec 11, Chelsea 8, Liverpool et Aston Villa 7. Mais au niveau des points, il y a une grande différence. C'est que les 3 autres sont dans le top 5 et Chelsea est 8e avec 7 points. Donc, il faut absolument gérer cet équilibre offensif-défensif. Et surtout, on sait que dans tous les sports collectifs, l'important, c'est d'abord la mise en place défensive. Or, pour le moment, ils le font pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont à cette 8e place. On attend toujours quand même beaucoup plus de cette équipe de Chelsea. Ça fait tellement d'années qu'on attend qu'elle... Oui, mais là où Chelsea, par exemple, prend 5 buts sur le début de saison, Arsenal prend 1 but. City en prend 3, donc il y a cette solidité défensive qui est évidente. Après aussi, je regardais sur les points gagnés cette saison, c'est à l'extérieur, c'est hors de leur stade. Sur les 8 buts qu'ils marquent, ils en marquent 7 à l'extérieur avec les 6 à Wolverhampton. De Wolverhampton. Donc voilà, je pense qu'il va falloir qu'à domicile, ils soient plus consistants aussi qu'ils ne le sont pour le moment, qui continuent évidemment à prendre des points à l'extérieur. Et on a vu, je pense que il faut qu'il se dégage à un moment donné aussi un esprit là quand même. Un esprit, mais au-delà de l'esprit, une défense. Défensivement, c'est pas terrible, mais qui se dégage aussi, je pense, une structure claire. Parce qu'on voit Nkunku, par exemple, il a joué pendant tout un temps, il a joué décalé sur le côté gauche parce qu'il fallait faire jouer Jackson. Maintenant, il est sur le banc. Quand il monte, il marque. Et je pense très sincèrement qu'à terme, c'est le meilleur attaquant de Chelsea. Donc voilà, on verra un petit peu cette évolution-là. Si à un moment donné, tous les meilleurs vont finalement finir par jouer à leur poste. Comme Palmer, par exemple, qui avait été décalé contre City, il avait été décalé sur un côté pour laisser jouer, par exemple, Fernandes, ce qui était un échec phénoménal au niveau du choix de l'entraîneur. Ici, il remet Palmer dans l'axe. Et Palmer, depuis quelques semaines, d'ailleurs, quand on voit sur les matchs et sur les moments clés, c'est à peu près toujours Palmer qui a le ballon décisif. Hein. Et malheureusement, on ne parle plus beaucoup de Romeo Lavia, qui est toujours blessé. Ça, il se réentraîne. Il se réentraîne. On espère pour lui qu'il pourra reprendre du service le plus rapidement possible. On passe désormais à notre deuxième affiche. C'est le gros choc du week-end, évidemment. Le gros choc aussi, tout simplement, déjà dans ce début de saison. Les deux des principaux favoris dans la course au titre vont s'affronter. Manchester City et Arsenal. The Etihad must wait to see who is going to take a big leap in this title race. Have Arsenal been able to bridge the gap? The best is still to come. It's what Manchester City do. And that is the mark of champions. This is the big one we've been waiting for. City-Arsenal, dimanche à 17h30, quelle affiche. Cela dit, rappelez-vous, on avait dit ça la saison dernière aussi. Et on avait été un petit peu déçus de ce duel qui s'était terminé par un 0-0. Un match n'est pas l'autre. Et puis, c'était aussi beaucoup plus tard dans la saison. Hein. Oui, pas beaucoup de buts. Hein, même si Arsenal doit, comme la saison dernière, gagner, c'est 1-0 à domicile. Mais psychologiquement, c'est tellement important. On sait que City est une équipe capable d'enchaîner 20 matchs
avec 20 victoires. C'est quand même, pour l'adversaire, c'est quand même le moment où il faut essayer de tout faire pour prendre les 3 points. Et avec les quelques chiffres qu'on va découvrir ensemble à propos d'Arsenal, on va comprendre très vite d'ailleurs, quel sera le schéma de jeu d'Arsenal, je pense, sur la pelouse de City cet après-midi. City qui a remporté ses 4 premiers matchs, donc 12/12. Une victoire encore le week-end passé à Brentford, 2-1. Attention, hier, 0-0. Oui, 0-0. Contre l'Inter. Un coup d'arrêt et la perte aussi de De Bruyne, peut-être. De De Bruyne. Pas peut-être, je pense qu'il sera absent pour ce week-end, il me semble en tout cas. Comme de l'autre côté de garde, c'est quand même plus sérieux que prévu. Aussi, et on parle en semaine. Hein. Et avec donc du côté de City, un Haaland qui écrase tout sur son passage. C'est assez extraordinaire. 9 buts en 5 matchs. Question, Christian, parce que certains, quand on écoute les observateurs du foot étranger et du foot anglais, il y en a qui se disent, oui, mais c'est inquiétant parce que Haaland marque 9 buts, mais tous les autres joueurs offensifs ont des stats qui, pour l'instant, sont soit de 0 ou proches de 0. Faut s'inquiéter ou pas? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, le résultat d'hier nous montre que quand Haaland ne marque pas, les autres ne compensent pas. Donc, c'est bien d'avoir un joueur qui marque beaucoup de buts et c'est vraiment exceptionnel cette performance et ça va devenir historique. Mais quand on a une équipe qui a un joueur qui marque 82% des buts, ça veut dire que les autres n'ont pas beaucoup droit au chapitre. Et donc, la question qu'on se pose, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on fait en cas de plan B s'il est blessé, suspendu ou qu'il est en méforme? Là, pour le moment, il y a juste eu 2 buts qui ont été compensés par Kovacic sur un tir formidable contre Chelsea et par Kevin De Bruyne. Mais pour le reste, ils sont tributaires de Haaland et surtout de ce que vous voyez là, des buts qui sont marqués dans la profondeur avec des face-à-face. Et c'est sa grande force, ça donne l'alternative au jeu dominant placé et le travail par les flancs. Il est dans une forme extraordinaire, mais qu'est-ce qui se passe s'il perd cette efficacité Même Ederson lui offre des assists aujourd'hui, donc imaginez un peu. Il n'a plus, à City, ils n'ont plus Alvarez, par exemple. Non, mais ça, c'est une question qu'on peut se poser peut-être sur justement ces noyaux qui sont incroyables et où ils peuvent à peu près tout se permettre. Et c'est vrai que si on regarde et si on enlève Haaland, est-ce qu'il y a encore un numéro 9 véritablement de formation qui peut être utilisé? Mais pour eux, s'en foutent. Ils peuvent être champions sans 9. Oui, ça on sait. C'est pour ça que moi je suis moins inquiet que pas mal d'observateurs, etc. Par contre, je voudrais quand même faire une petite réflexion sur Haaland, extraordinaire buteur. Mais il faudra accepter que comme tous les buteurs du monde, ils ont joué Chelsea. Il faut souligner que Chelsea, première journée, quand même très compliquée. Et puis c'est Ipswich. Et puis c'est le 3e match, c'est contre, je ne sais plus. Et puis Brentford. Ce que je veux dire par là simplement, c'est que c'est un attaquant qui bute, qui marque. Dans les matchs, on va dire, du top et les matchs du sommet, il ne faudra pas en attendre une efficacité comme on peut voir là. Et donc, on l'a déjà vu face à l'Inter, les défenseurs étaient meilleurs, il a des mieux muselés. Je rappelle que ce week-end, il va tomber contre, je pense, la meilleure charnière centrale défensive de la compétition. Donc, voilà, il faut aussi... Alors, c'est pas relativiser les chiffres, c'est un buteur exceptionnel et ça n'enlèvera pas. Mais comme tous les buteurs du monde, et je dis ça pour tous ceux qui se font critiquer dès qu'ils ne marquent pas contre une top équipe... On a dit ça de Lukaku aussi, face aux équipes du top, il marquait moins. Tous les attaquants du monde, plus ils vont jouer contre des bonnes équipes et des bons défenseurs, et plus ce sera compliqué. D'où l'importance d'avoir des joueurs comme Doku, qui pour l'instant est sur le banc, qui quand il monte, et des stats. Christian, vous vouliez réagir pendant que Jean-François parlait. Oui, justement, par rapport à ce que Bruno vient de dire, c'est en observant, on remarque que pour les assists, il y a 1 pour KDB, 0 pour Foden, 0 pour Doku, 0 pour Grealish. Donc ce sont des joueurs en fait qui prennent le jeu à leur compte et qui déterminent énormément d'actions offensives, et pour le moment, l'efficacité n'est pas là. Alors c'est bien de marquer 9 buts, 11 buts en tout, et de ne pas avoir besoin de ces joueurs créatifs, mais il faudra quand même qu'ils se mettent en route et qu'ils commencent à être efficaces. Oui, le club que j'ai oublié, c'était West Ham, peu importe. Juste pour... Non, après, ce qui est intéressant, c'est que qui crée le danger contre l'Inter en Ligue des Champions? Gundogan. Donc en fait, quand on ne sait pas utiliser Haaland, celui qui a créé du danger, c'est Gundogan. Et il est monté parce que
Kevin De Bruyne se blesse. Et qui est un joueur d'entrejeu qui peut marquer avec une extrême facilité. Souvenez-vous, il y a 2 saisons, c'est 2 ou 3 saisons, je ne sais plus, quand il n'y avait pas de véritable numéro 9, c'est lui qui a, à un moment donné, par ses infiltrations, etc., apporté beaucoup de solutions. Donc voilà, cette équipe aujourd'hui, c'est... Enfin bon, en principe, à domicile, on se dit qu'ils auront la possession du ballon, qu'ils vont devoir donc être extrêmement vigilants sur les transitions adverses. Effectivement, on parle d'Arsenal précisément maintenant, 10 points sur 12, 2 points de perdus contre Brighton, mais on se souvient qu'il y avait eu quand même l'exclusion de Rice. Une victoire à Aston Villa, une victoire à Tottenham le week-end passé, on peut quand même dire que c'est un début de saison conforme aux attentes du côté des Gunners. Oui, et pas de but encaissé encore à l'extérieur. Ils sont en train de rentrer en négociation avec Gabriel pour une prolongation de contrat, comme on les comprend. Parce que cette charnière-là, Saliba, Gabriel, c'est quelque chose. Un petit but encaissé et 3 clean sheets. Oui, et une démonstration défensive sans Rice, sans Ødegaard du côté de Tottenham. Ils n'ont pas tout le temps eu un match facile. Après, ça manquait d'inspiration du côté des Spurs. On n'est pas certain qu'il y aura ce manque d'inspiration du côté de City. La question est posée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour leur mettre un but, quoi? Non, ils ont très très bien défendu lors du dernier match à Tottenham. Tottenham a peut-être manqué d'idées à un moment donné, mais parce que justement Arsenal a très bien défendu, ce sera encore plus compliqué face à City. Maintenant, on constate dans l'ADN, dans les chiffres de cette équipe d'Arsenal, qu'aujourd'hui ils acceptent de subir de moins avoir le ballon. C'est ce que l'on va voir dans l'infographie qui suit, parce que ça, c'était quand même assez étonnant. On a analysé les prestations d'Arsenal avec Christian, la possession de balle. Bon, est-ce que c'est un changement de philosophie d'Arteta? À un moment donné, quand vous échouez, vous n'êtes pas champion, que ce soit à 1 point ou à 10 points, vous êtes à côté. Vous cherchez des solutions. Ils ont répondu la première saison, et Christian nous l'a souvent dit par rapport aux phases arrêtées. Ils renouent avec les phases arrêtées aujourd'hui, mais le titre est une ambition. Il a signé, c'est pour être à un moment donné champion. Donc il cherche des solutions. Alors, ce qui est super intéressant dans ce qu'on voit maintenant, c'est le match à Tottenham. On peut dire à la limite, c'est à l'extérieur. Ça pouvait être compréhensible. Brighton, c'est à domicile. C'est à domicile. 36%, c'est la possession de balle d'Arsenal dans ce match face à Brighton. Et ils jouent chez eux, dans leur stade. Donc ça en dit quand même long sur quand on est et je pense que c'est un petit peu le message qu'Arteta leur donne aujourd'hui, quand on est dans un match en difficulté parce qu'on n'a pas la capacité de prendre le jeu en main, parce que dans ce cas-là, la première chose, c'est on ne prend pas de but. Et souvenez-vous ce que Christian nous dit très régulièrement à propos du football en général, c'est le seul sport dans lequel on vous donne un point au départ. Et je pense que la philosophie d'Arsenal, c'est on garde ce point qu'on nous a donné au départ. Et si possible, on en prend 3. Pour en revenir au match contre Brighton, ils se sont retrouvés en infériorité numérique aussi, ce qui explique peut-être en partie cela, mais sur l'ensemble des chiffres, c'est intéressant. Mais je suis sûr qu'une autre saison, même en infériorité numérique, ils auraient peut-être essayé de continuer, et se seraient peut-être fait avoir finalement sur une transition. On a montré, il y a 2-3 saisons, les problèmes de transition parfois qu'Arsenal pouvait avoir. Donc ça, ils essaient de corriger, ils essaient de savoir comment est-ce qu'on peut être champion. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la solution, mais ce sera peut-être pour cette saison-ci. En tout cas, Christian, il y a une chose sur laquelle on est déjà revenu, très souvent la saison dernière, les phases arrêtées. Elles ont été déterminantes pour Arsenal, ne fût-ce que le week-end dernier déjà, à Tottenham. Oui, la saison dernière, ils avaient gagné 4 ou 5 matchs avec 1-0, donc l'importance de ces courtes victoires, mais aussi l'importance d'utiliser la phase arrêtée. 31 buts sur phase arrêtée la saison passée. Et on l'a expliqué la semaine passée, il y a très peu de buts marqués sur phase arrêtée dans l'ensemble de la Première Ligue, donc les défenses travaillent bien et empêchent les attaquants de marquer. Mais là, voilà, ils ont marqué un but sur phase arrêtée avec un travail un peu, Jean-François l'a expliqué pendant le match, où il y a quand même de nouveau ce blocage du gardien de but pour pouvoir libérer le joueur qui vient pour marquer de la tête. Et ils vont marquer un nombre important de buts cette saison qui va leur permettre probablement d'être toujours collés à Manchester City pendant toute la saison. Pour être très honnête, à revoir les buts de celui-là et d'autres qui ont été inscrits la saison dernière, je pense vraiment que face à Arsenal, il ne faut pas jouer l'individuel.
Je pense qu'il ne faut pas... Parce qu'en fait, il profite de ce marquage individuel, dans ce cas-ci par exemple, pour empêcher le gardien de sortir. Et il n'y a pas de faute, puisque ce ne sont pas eux qui font les fautes. La saison dernière, c'était eux qui avaient été faire les fautes sur le gardien. Ah ouais, c'était le rôle de White. Hein. Avec Ben White. C'était le rôle de Ben White. Je pense que si cette année-ci refait la même chose, les fautes seront sifflées. Oui. Donc, parce que, ou les buts annulés. Voilà, ou les buts annulés. Mais ici, ce qui est très bien joué, c'est qu'ils se servent du marquage individuel pour venir empêcher le gardien de sortir. Donc, je pense que face à cette équipe-là, il faut... si c'est... voilà, mais je pense qu'il faut... Il faut de l'imagination. Peut-être défendre plus en zone qu'en individuel, je pense. Oui, parce que si vous n'êtes pas sur le gardien, qu'il n'y a que les 2 joueurs d'Arsenal qui sont devant le gardien, le gardien... Il va montrer qu'il est gêné. On ne peut pas toucher un gardien dans son petit rectangle. Mais bon, il faut une mise en place. Mais on peut supposer que City a une petite idée. Du matériel humain pour mettre en place la petite idée. C'est clair. Allez, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On va passer en revue le programme de cette journée de compétition qui commencera donc avec le derby entre West Ham et Chelsea. Goals of the Day, ce sera Liverpool-Bournemouth comme fil rouge. Palace-Manchester United, c'est intéressant aussi. Et puis dimanche, bien entendu, il y aura le gros choc entre City et Arsenal et un match qui sera intéressant aussi entre Brighton et Nottingham Forest. Christian, vous serez sur quel match? Le gros, évidemment, j'imagine, avec l'application Discord. Oui, et je serai aussi avec Bruno pour West Ham-Chelsea et le match important de dimanche entre Manchester City et Arsenal avec nos abonnés. On est gâtés, hein? On est gâtés, comme tous les week-ends, quand il y a du foot anglais sur nos antennes. On ne se lasse pas de se passionner pour ce championnat extraordinaire. Merci Christian, à bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci Jean-François, merci Bruno. On souhaite à tous nos abonnés évidemment une excellente fin de semaine. Qu'ils n'oublient pas de nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et X. Bon week-end foot sur nos antennes. À très bientôt. Bye bye. There we go. Wherever you're tuning in around the world, this is one of those games that no one wants to miss. Lights, camera, action. C'est la première ligue. Wissa! Martinelli's back in business. And Lamina has won it for Wolverhampton Wanderers. La passion. Phil Foden! Oh, what a start! Alexander-Arnold! And McTominay's in there! Le drame. Lovely strike! Supreme super sub performance! And the title could be on the line! What a stop that is! La beauté. Oh, what glorious skill! It is! And Garnacho! Wow! Le superstar. Cole Palmer! The boy wonder has done it again! And then Salah with his 200th goal for Liverpool! Erling Haaland! Le meilleur championnat du monde.